Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avec la baisse des marchés, on va voir s'il y a des opportunités. Alors effectivement, si on regarde un petit peu le palmarès France depuis un mois, on voit que bon, globalement le CAC a baissé, mais il y a surtout des actions qui ont un peu plus que baissé, qui ont vraiment chuté très fortement. Donc j'ai pris les 10 premières lignes. Ça correspond à des chutes supérieures à 10%, donc on va voir Worldline, Alstom, Renault, Eurofins Scientifique, Edenred, Téléperformance, Saint-Gobain, BNP, Paribas, Schneider et Veolia. Eh bien, on va voir s'il y a quand même des opportunités sur ces actions voilà, de rentrer maintenant, on va dire. Alors, on va démarrer par un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, ça peut être tentant hein, quand on voit la baisse des différentes actions qui peuvent être relativement fortes depuis un mois. Je pense notamment à Worldline qui s'est pris une très grosse claque, moins 62%. Une action comme Alstom également, hein, quasiment moins 50%. Et puis dans un degré moindre, ben, une bancaire relativement solide comme BNP Paribas, Schneider Electric ou Veolia, qui sont quand même des entreprises de bonne qualité. On va voir tout ça en détail. Alors on va démarrer par Worldline. Donc la dernière information mise à jour que j'ai date du 25 octobre 2023. Donc si on fait un cumul donc sur les 12 derniers mois en fait du revenu de Worldline, on a du 4 milliards 5. Donc on voit quand même en 12 mois glissants, on est encore en progression. Malgré tout, l'EBITDA a l'air quand même de baisser. Si on regarde l'efficacité de gestion, on voit que c'est une société quand même dont le ROI et le ROE est relativement faible. Donc moi, généralement, c'est un critère important. Je recherche des RO, notamment des ROE supérieurs à 15%. Donc là, typiquement, c'est une société qui rentre pas dans mes critères. On regarde les marges, alors on a des marges brutes qui sont exceptionnelles, 90%. Par contre, quand on regarde la profitabilité nette, on arrive à 4,93%. Donc, société qui a quand même du mal à dégager des marges conséquentes. Si on regarde maintenant la situation et la santé financière, donc le PE ratio étant 2,0, donc Worldline, c'est une société qui ne distribue pas de dividendes. Bon, certes, hein, pourquoi pas. Elle a une génération de cash flow positif, ça c'est plutôt un point à mettre à l'avantage de cette société. Et puis si on regarde du côté de la dette, donc on a une dette de 2 milliards par rapport à un cash flow de 700 millions. On a une dette qui est tout à fait soutenable. On a actuellement un price earning de 9,82, on est à 10, hein, sachant que bon, souvent un critère c'est un PER autour de 15. Donc là, on peut voir qu'elle est un petit peu en dessous de sa cotation. Alors au niveau financier, je dirais que c'est une entreprise néanmoins qui a l'air quand même assez saine. Moi, deux points bon, qui m'embêtent un petit peu, c'est la partie l'efficacité de gestion qui est assez faible, et puis les marges en fait qui sont relativement faibles. Donc, alors pourquoi la chute récente du titre, hein, donc, la société a publié ses résultats, donc elle a revu en fait ses prévisions. Donc, elle passe d'une croissance prévue de 8-10% vers une croissance de 6-7%. Une amélioration des marges qui était prévue de 100 points de base. Actuellement, donc, elle prévoit plutôt une marge qui reste plutôt en stagnation. Et puis surtout, c'est le free cash flow en fait, hein, un objectif de 46-48% de conversion donc de la marge en free cash flow. Alors que là, ce serait plutôt du 30-35%. Donc un abaissement des prévisions qui peut justifier la baisse du titre. Si on regarde maintenant au niveau graphique, depuis l'année 2020, à peu près le milieu de l'année 2020, et dans un couloir descendant. On voit ici qu'on est sur le bas du canal en fait, hein. Donc bon,
Il y a pas grand-chose à dire sur l'évolution du cours. J'avais mis des supports, des résistances. J'ai pas trouvé de support inférieur à la valeur du cours actuel. Donc là, la seule chose à faire, c'est bien attendre en fait que le cours se stabilise pour essayer de trouver ici un support. 9,80. À titre personnel, je suis pas acheteur sur Worldline. Si on regarde maintenant au niveau un peu plus long terme, la droite de régression, on voit quand même qu'on est à plus de 3 écarts types. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc il se passe quelque chose en fait sur la société. Quand vous voyez en fait, on a évolué quand même régulièrement entre -1 et +2 écarts types. Dernièrement, on tournait autour des -1 écart type, et puis là, le titre est en train de s'effondrer complètement. Alors peut-être que certains y verraient quand même une opportunité, une énorme opportunité, hein, puisqu'une valeur théorique se situe autour des 60 euros, donc à moins de 10 euros, on pourrait faire un x6 si l'action ou la société est capable de redresser la situation dans les trimestres ou les mois ou les années à venir. On va regarder maintenant Alstom. Alors Alstom, le dernier update date du 4 octobre. Je vais rentrer directement en fait sur la génération de cash flow. Donc le cash flow libre s'établit à moins 1,15 milliard. C'est ce qui a expliqué la sanction en fait hein, d'Alstom sur les marchés. Alors, l'explication en fait de ce cash flow très négatif par rapport à ce qui était attendu, ou du moins ce qu'il y avait lors du premier semestre de l'exercice précédent, donc c'est qu'il y a une forte augmentation des stocks et des actifs sur contrat pour éviter une rupture. Alors forcément, les stocks, ça a un coût, donc il y a eu un impact directement sur le free cash flow. La deuxième explication, c'était le retard pris sur un programme qui s'appelle Aventra au Royaume-Uni. Donc il y a eu un impact assez négatif, et la mauvaise nouvelle, c'est qu'il est partiellement compensé, et il risque donc d'avoir également un impact sur le deuxième semestre. Et la troisième raison, c'est la baisse du niveau d'avance reçu au cours des premiers semestres. Donc visiblement, Alstom a l'habitude d'avoir des avances au niveau de ses chantiers. Et là, visiblement, il y a eu une baisse en fait des avances. Donc c'est lié sans doute à la négociation des contrats lors de la signature de ceux-ci en fait. Alors, on va passer donc sur le graphique sur Alstom. Donc on a vu que Alstom s'est pas mal baladé, on va dire, dans un range entre 16 euros et 28 euros. Et puis là, sur les dernières semaines, on a eu vraiment, on a complètement cassé en fait hein, ce support des 16 euros. Là, on va également, comme Worldline, on va entre guillemets vers un support qu'on a, en tout cas à titre personnel, que j'ai pas encore identifié. Donc, il faudra attendre une stabilisation des cours pour identifier un niveau de support possible au niveau de l'action Alstom. Si on regarde maintenant sur le long terme, donc la droite de régression, on voit qu'on a une valeur théorique de 26 euros. On est actuellement donc à moins 1,34 écart type. Alors c'est pas la catastrophe, hein. On voit que historiquement Alstom s'est souvent baladé en fait sur moins un écart type, donc c'est pas, il n'y a pas de panique on va dire à ce niveau-là. On peut même aller beaucoup plus bas hein, puisque historiquement elle est allée même en dessous des deux écarts types. Alors si on regarde moins 2 écarts types, alors on serait quand même à une action à 4 euros, 4,50 €. Bon, je pense pas que ce soit une action qui ira à ce niveau-là en fait. On va passer maintenant à Renault. Alors, donc le dernier update était au 19 octobre 2023. Donc si on regarde les revenus en cumulé, il y a quand même une progression sur les 12 derniers mois. Un EBITDA donc de 8 milliards, c'est pas si mal que ça. Une efficacité de gestion donc avec un ROE qui est de 10%, qui est pas si mal que ça. Le ROI à 7%, le ROE à 10%, quasiment 11%.
Des marges qui sont tout à fait correctes. On a une profitabilité certes faible, mais ça c'est l'industrie automobile et une concurrence très forte. Les marges sont quand même assez serrées. Si on regarde le payout ratio, donc alors d'après ce que je comprends ici, je suis pas actionnaire de Renault, mais il y a pas de versement de dividendes. Vous pouvez me corriger dans les commentaires si vous le souhaitez. Le free cash flow quand même donc sur les 12 derniers mois, 1,4 milliard est quand même des flux positifs. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce qui, je pense, explique la baisse de Renault, c'est l'endettement qui est plus que colossal, hein, 44 milliards d'endettement pour 1 milliard de génération de free cash flow. Vous voyez quand même qu'il y a quand même un gros problème voilà, pour le paiement de la dette. Si on regarde au niveau graphique, donc depuis la fin de l'année 2020, donc on voit que l'action globalement elle évolue dans un range de 20 à 44 euros. Donc là, il y avait des beaux allers-retours à faire en fait en swing trading, notamment le dernier qui était autour du mois de mai 2022, qui est monté jusque début 2023. Donc on est passé de 20 à 44. Là actuellement on arrive sur un support autour des 31, donc soit on maintient le support et on repart en fait à la hausse vers les 44, donc on pourrait passer de 31 à 44, ce qui pourrait faire un gain potentiel de l'ordre de 50%, soit on casse le support et là le support suivant, on se retrouve à nouveau dans la zone des 20, 23 euros. Et si on casse à nouveau ce support, là on irait chercher un support beaucoup plus bas, autour des 14, 16 euros. Voilà, donc pour moi, c'est plus une action de swing trading. Si on rentre à ces cours-là, peut-être prendre une toute petite dose de Renault. Et puis, si elle casse le support, on ira en rechercher. Dans ce cas, un petit peu, on attendrait d'aller en chercher beaucoup plus bas, en fait. Donc, on pourrait rentrer par exemple, en 3 fois, un tiers actuellement, un tiers autour des 20-22, et puis un tiers autour des 14-15 si l'action est amenée à baisser. On est sur du swing trading, hein, on n'est pas sur du trading court terme, on est sur un horizon, comme on peut le voir ici, de l'ordre de quelques mois, quelques trimestres. Au niveau graphique droite de régression, l'action Renault est pas si mal que ça en fait, hein, donc on voit quand même c'est une action qui est capable de fluctuer entre -2 et +2 écart type. Ce qui, pour un swing trader, est quand même quelque chose d'assez intéressant, parce que dans des laps relativement courts, alors ça peut paraître long à l'échelle de l'investisseur trader, mais l'investisseur long terme, il voit bien que c'est quand même une action qui est très cyclique. Donc si on arrive à prendre l'action sur un bas de cycle, on a quand même de belles chances en fait de faire des belles plus-values. On a un cours actuel de 31, une valeur théorique à 48, donc on est à moins 0,75 écart type. Voilà, donc on n'est pas si mal que ça en fait, même encore actuellement au niveau de Renault. On va passer à Refin Scientifique, qui est une action que j'ai en portefeuille. Donc revenu 6 milliards en TTM, hein. TTM c'est les 12 derniers mois glissants. Un EBITDA 1,4 milliard. Une bonne efficacité de gestion, on est au-dessus de 10%, 10,59. Les marges sont également très correctes, on est sur une profitabilité nette de l'ordre de 10%, donc c'est pour ça que c'est une action que j'ai dans mon portefeuille. On a un payout ratio de 37%, ce qui est tout à fait acceptable, un free cash flow de 367 millions pour une dette de 2,5 milliards, hein. Donc même si on distribue 40% du free cash flow, il en reste quand même 60%. À peu près 200 millions d'euros pour le remboursement de la dette, même si ça peut paraître quand même, si on fait un ratio, ça correspond à peu près à 10 ans en fait de remboursement de la dette. Alors, c'est une société qui est quand même en croissance, on va le voir non pas sur le graphique ici, mais on verra sur le graphique suivant. Si on regarde ici le graphique hebdo sur, on va dire, les 12 derniers mois, on voit qu'elle est dans un canal descendant. Elle vient même de sortir du bas de son canal. Donc moi, je vise un support autour des 40 euros, hein, en tout cas dans le range 40-43 euros. Elle pourrait tout à fait le faire. Et puis si on regarde la droite de régression sur Eurofin Scientifique,
on voit qu'elle a un moins 1,5 écart type. Une valeur théorique à 65, un cours actuel à 45, hein, donc alors pas de panique non plus sur le titre, elle a déjà été même plus que régulièrement au cours de son histoire. Il y a eu vraiment un très gros pic qui était lié notamment au tout ce qui est analyse Covid. Donc là, on a peut-être un contre-coup, donc c'est peut-être une action qui peut baisser à moins 2 écarts type, même un peu plus, oui, moins 2 écarts type, ce serait en dessous des 40 euros, donc ça ne serait pas impossible. À mon avis, autour des 38 euros, 38-40 euros, ce serait une très belle opportunité. Donc à titre personnel, je détiens l'action Euroscientifique et j'ai également mis un cours, je crois, d'achat autour des 40-41 euros en termes de renforcement. On passe à Edenred. Dernière mise à jour 19 octobre, donc un revenu de l'ordre de 2 milliards en glissement 12 derniers mois, un EBITDA de quasiment 1 milliard, hein, donc une entreprise intéressante. Je ne la possède pas. Alors, j'ai pas l'information sur le ROE, je ne sais pas à quoi ça correspond. Par contre, on peut voir quand même elle dégage une profitabilité de l'ordre de 20%. Donc, c'est une entreprise que je pourrais tout à fait avoir dans mon portefeuille. Donc on va voir s'il y a vraiment des opportunités sur Edenred. Un payout ratio autour de 50%, ce qui est très bien, avec un free cash flow de 572 millions d'euros, une dette d'1,5 milliard, donc tout à fait supportable la dette. Donc on peut à la fois rembourser de la dette et puis générer des dividendes pour les actionnaires. Donc c'est une action sur le long terme qui paraît intéressante. Si on regarde au niveau graphique, bon, la tendance globale est quand même à la hausse, hein. Même s'il y a une correction ici qui s'est mise en place. On est actuellement sur une zone de support entre 50 et 51 euros. C'est un support mensuel donc assez fort. C'était une résistance au mois d'avril 2022. C'est devenu un support sur le courant de l'année 2022. On l'a tapé plusieurs fois et puis là on est actuellement retourné sur ce support. Donc soit elle repart vers le haut, soit elle lâche son support, auquel cas on retrouvera un deuxième support autour des 43 euros. Et puis en bleu c'est un support hebdo. Et puis on aura un support un peu plus fort en fait autour des 34-38 euros. Si on regarde au niveau de la droite de régression, donc on a vraiment une très belle entreprise, hein, avec une croissance qui est quand même relativement constante dans le temps. Là, c'est, j'irais en termes de comportement, une entreprise qui fluctue pas mal, hein, puisqu'elle a connu moins 2 sigma et les plus de sigma, donc elle est régulièrement, ses cours se situent régulièrement entre moins 1 et moins 2 sigma. Donc moi je me précipiterai pas en fait pour acheter ou pour me renforcer sur Edenred. J'attendrai un minimum le retour à la valeur théorique, c'est-à-dire les 50 euros, on y est quasiment, on est à 50,82. Et puis, puisqu'elle a été historiquement euh, pas mal de fois entre moins 1 et moins 2 sigma, eh bien on attendrait par exemple ici de retourner plutôt autour des, globalement, dans la zone 38-44 euros en fait. Ce qui serait pour moi un bon point d'entrée. Je ne suis pas actionnaire d'Edenred. Téléperformance. Alors téléperformance, j'ai fait pas mal de vidéos, j'ai pas d'infos supplémentaires à apporter. Là, je vous mets en fait les informations qui datent un peu du 18 août. On va attendre les prochaines publications de Téléperformance, notamment j'ai vu que le rachat de Majorel se passe plutôt bien en termes comment dire d'acquisition, puisque la société a aujourd'hui 90% détient 98% de Majorel, donc il reste plus que 2%, donc on rentre dans la deuxième phase en fait pour terminer, finaliser l'acquisition de Majorel. En termes de cours, on est dans un canal descendant, donc là il n'y a pas grand-chose à dire. J'aurais pu penser qu'elle se serait bien stabilisée autour légèrement en dessous des 120 euros, 110, 112 euros. Bon, ça n'a pas été le cas, là on est en chute libre. Donc bon, peut-être que maintenant on vise le bas du canal qui se situerait autour des 80 euros. Alors sur Téléperformance, moi je ne renforce pas, j'achète plus, je vends pas.
J'attends, en fait, tout simplement. Donc là, on se rapproche des moins 2 sigma. Donc si on était au moins 2 sigma, bah, on est même en dessous des moins 2 sigma, là. Donc il faudra peut-être que je revoie mon graphique. Il manque un petit morceau là sur la droite du graphique. Moins 2 sigma, on y est en fait, hein. Ce sont les 100 euros, 103 euros. Peut-être que ce sera une zone de stabilisation pour l'action téléperformance. On passe maintenant à Saint-Gobain. Alors Saint-Gobain, donc dernière nouvelle du 11 septembre, donc ça date un peu. 50 milliards sur les 12 mois glissants. Donc un ROE qui est pas mal, hein, de quasiment 12%. Des marges relativement faibles, 6%, mais bon, compte tenu de l'activité, c'est compréhensible. On a un payout ratio de 40% qui est très bien, un très beau free cash flow de 2 milliards 7 avec une dette de 8 milliards 9 milliards de milliards 7. On a une dette qui est tout à fait soutenable en fait. Donc on peut dire que c'est une société plutôt bien gérée. Si on regarde maintenant Saint-Gobain au niveau de l'évolution du cours, donc depuis le début de l'année 2022, on avait atteint des sommets autour de 67 euros. On est descendu relativement bas, hein, quasiment divisé par deux. On est allé sur un support à 35 euros, puis ensuite on est remonté quasiment sur ce niveau-là, un petit peu en dessous. Donc on était remonté autour des 62 euros. On était sur un support qu'on vient de casser. Donc là, on voit que le support des 50 euros, bah, c'est maintenant une zone de résistance. Donc on va en direction d'un support un petit peu plus bas que j'ai identifié autour des 46, 47, 50. Et éventuellement, si on continue la baisse, on retournerait en fait sur un support autour des 35, 37 euros. Je suis pas actionnaire Saint-Gobain. Si je devais rentrer dans Saint-Gobain, je pense que j'attendrais un retour en fait autour des 35 euros. Si on regarde la droite de régression sur un plus long terme au niveau de Saint-Gobain, donc là pareil pour un swing trader, je trouve que c'est une action assez intéressante. Il faut essayer de l'acheter lorsqu'elle est à moins de sigma et puis la vendre lorsqu'elle est à autour des plus de sigma. Ça a été le cas, en tout cas on aurait pu le faire en 2003, on aurait pu le faire donc achat en 2003, la vente en 2007, l'achat en 2009. Alors la vente peut-être, si on attendait plus un sigma, on l'aurait faite en 2016. On aurait pu faire un achat au niveau du Covid et puis faire une vente ici il y a à peu près un an et demi. Et là, bon, on voit l'action qui semble retourner, en tout cas au moins vers sa valeur théorique, qui est de 44 euros. Donc le moins un sigma serait à 33 euros et le moins 2 sigma à 23 euros. On enchaîne avec BNP Paribas. Alors a publié ses chiffres. Donc je les mets ici. En fait, globalement, les chiffres étaient pas si mauvais que ça. Donc une forte croissance du résultat distribuable. Donc ça c'est plutôt bon pour les actionnaires. Et puis une confirmation de la trajectoire de croissance du résultat distribuable en 2023. Alors, je passe directement à l'analyse graphique. Donc, BNP Paribas, depuis la fin de l'année 2022, donc ici à peu près sur les 12 derniers mois, on voit qu'elle évolue dans un canal qui est plutôt ascendant, entre deux valeurs, entre 48 euros et globalement 66 euros. On a le haut du canal qui est autour des 70 euros, le bas du canal qu'on est en train de toucher autour des 52-54 euros. Alors soit on rebondit sur le bas du canal et on repart vers l'avant, donc on aurait une progression avec un potentiel de 40%, soit on casse le canal vers le bas, qui est également un support autour des 54 euros, et là on irait sur le support suivant qui se situe autour des 48 euros, et si on continue à baisser, on se retrouverait en fait sur un support autour des 42-43 euros. À titre personnel, je suis pas actionnaire de BNP Paribas. Je rentrerai éventuellement de manière opportunistique voilà, sur une zone de support relativement bas. Au niveau du long terme, on voit que BNP Paribas c'est également une valeur intéressante en swing trading. Alors j'ai souvent la remarque que
On peut avoir des représentations différentes dans d'autres environnements sur lesquels on a les droites de régression. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, la droite de régression n'inclut pas les dividendes. Donc c'est pour ça que vous avez une droite de régression qui est relativement flat, même voire légèrement négative. Toujours est-il que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours des opportunités de rentrer sur BNP Paribas lorsqu'elle est à moins de sigma. Donc pour moi, le signal, c'est ça, c'est moins de sigma. Lorsqu'elle sera donc à 26, 27, 27 euros, vous pouvez me dire, bon, t'as encore le temps d'attendre, oui, mais bon, ça peut, pourquoi pas, hein, ça peut arriver, il suffit d'un problème au niveau de la finance générale, au niveau bancaire, et là, les bancaires peuvent plonger, et donc il y aura des opportunités autour des moins de sigma, en fait. Bon, on n'en est pas là, on est actuellement à 53 euros, avec une valeur théorique à 50 euros. Donc pour moi, un bon prix au moins, au minimum pour entrer sur BNP Paribas, ce serait d'attendre en fait un retour vers la valeur théorique. On enchaîne avec Schneider Electric qui a publié donc le 26 octobre des chiffres qui étaient relativement bons, poursuite d'une bonne exécution en ligne avec les objectifs de croissance stratégique, objectifs 2023 réaffirmés. Voilà, alors je suis pas actionnaire non plus de Schneider Electric, j'ai choisi plutôt son frère jumeau qui est Legrand, même s'ils sont pas tout à fait sur les mêmes marchés, sur les mêmes activités, mais globalement le comportement boursier des deux actions est quand même similaire, on va dire. Alors si on regarde effectivement Schneider Electric, depuis 2019, on est sur un canal ascendant. On est actuellement sur le bas du canal avec les 138 euros. On aurait une résistance en fait autour des 75 euros et le haut du canal qui situera à 190. Donc si on continue la tendance, c'est-à-dire si on rebondit sur le bas du canal, on pourrait retourner à minima vers la résistance, voire le haut du canal. Donc là, il y aura un beau petit potentiel d'appréciation. Et puis si on casse le canal vers le bas, on aurait un support autour des 110. Et si on casse le support des 110, on retournerait vers un support qui situerait un petit peu en dessous des 60. Si on regarde la droite de régression sur le long terme, donc excellente action, hein, Schneider, pour moi c'est, j'ai choisi le grand, mais j'aurais pu choisir Schneider sur mon portefeuille très long terme. Il faut vraiment profiter des faiblesses du cours pour rentrer. Mais bon, quand même, si on prend un petit peu de recul, même si actuellement on voit que l'action est en train de baisser fortement, on a même l'impression d'avoir ici, au niveau graphique, d'un double top. À mon avis, ce serait bien d'attendre au moins un retour vers la valeur théorique, autour de 115 euros, donc quand même au moins une baisse de 20%, voire essayer de récupérer l'action plutôt dans de l'ordre de moins un sigma, c'est-à-dire en dessous des 100 euros. Ce serait une belle opportunité. On poursuit avec Veolia, donc alors il n'y a pas vraiment eu de mise à jour depuis le mois d'août, je pense qu'elle va publier ses résultats courant novembre. Alors j'ai pas le calendrier des résultats, donc 45 milliards de revenus, un ROE qui est pas très loin de 10, donc c'est pas si mal que ça, une profitabilité marge qui est de 2,5%. Alors l'avantage de ce type d'activité, c'est que dans un contexte de récession, généralement ce sont des entreprises qui ont la faveur des investisseurs. Donc Veolia, ça peut être intéressant en fait si on rentre dans une récession en fait, d'avoir du Veolia en portefeuille. C'est une société qui est quand même relativement bien gérée, hein, ROE autour de 10%, 9,11 des marges positives. La génération d'un free cash flow quand même assez important, 7 milliards, si je me suis pas trompé, 18 milliards, euh, c'est plutôt 350 millions pour 18 milliards de dette nette. Alors si on regarde l'évolution du cours de Veolia au niveau weekly, on voit qu'on se rapproche vers le bas d'un canal ascendant que j'ai dessiné. Le bas du canal, ce serait autour des 23 euros. On a une résistance tout en haut du canal qui correspond à la zone 32-34 euros. Si on sort du canal, on voit qu'on a une zone de support qui est assez intéressante en dessous de 20 euros, vers 19-20 euros, et puis une autre zone de support autour de 15-16 euros. Sur la droite de régression, donc
Pareil, hein, c'est une droite de régression qui n'inclut pas les dividendes. On voit que l'action est plutôt dans une tendance baissière, en tout cas sur le très long terme, même si elle est dans une tendance haussière à peu près depuis les années 2011-2012. On pourrait très bien tracer un deuxième canal ici 2011-2012 avec comment dire, une droite de régression qui indiquerait sans doute d'autres éléments intéressants. Toujours est-il que sur l'horizon des 20 dernières années, on est quand même encore au-dessus de sa valeur en fait théorique qui se situerait autour des 17 euros. Voilà, j'ai terminé la vidéo. Donc si vous souhaitez également utiliser des droites de régression, j'ai fait des vidéos sur les droites de régression. Par contre, si vous rejoignez la chaîne, je vous donnerai l'accès en fait aux droites de régression. Donc tout ce que je vous présente dans les vidéos avec les droites de régression, eh bien vous y aurez accès. Donc toutes les entreprises du CAC 40, du SBF 120, du Nasdaq, du SP 500, plus une sélection d'actions, par exemple, qui sont hors SBF 120, mais qui sont intéressantes en termes d'analyse. Le deuxième point, c'est le partage en temps réel de mes ordres sur PEA, PEA, PME et CTO via des posts, et puis également des vidéos exclusives que je fais de manière régulière en fait pour les membres de la chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.